Bonjour Sarah Catin et bienvenue dans B2B. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Xemperia, une start-up lancée en décembre 2023 qui fête donc ses 2 ans, jeune entreprise fribourgeoise appelée peut-être à un grand destin. Avec vos collègues, vous avez mis au point un test sanguin qui permet de détecter le cancer du sein, un cancer qui frappe une femme sur 8, une petite révolution par rapport aux technologies de diagnostic disponibles, comme la mammographie, parce que, outre son inconfort, la mammographie n'est pas non plus ultra fiable, contrairement à ce que semble laisser entendre votre test sanguin. Mais du laboratoire au marché, aux patientes, le chemin est long, semé d'embûches. Vous visez une commercialisation d'ici à 2029. Pour y parvenir, il vous faudra des capitaux. Est-ce que la Suisse est le bon endroit pour réussir ? On en parlera aussi dans la partie entreprise. Mais dans l'immédiat, Sarah Catin, on va faire connaissance avec vous, votre portrait, pour comprendre ce qui vous a fait passer de chercheur à entrepreneur. Sarah Catin, vous portez plusieurs casquettes. Il y a bien sûr celle de cofondatrice et de CTO. CTO, on peut traduire CTO par responsable technique, scientifique Oui, exactement. de Xemperia. Vous êtes encore aussi employé par l'Université de Fribourg. Là, vous êtes responsable d'une plateforme technique. Vous avez fait un master à l'Université de Lausanne. Est-ce que devenir entrepreneur, c'était un rêve que vous aviez ou c'est venu totalement de manière inattendue ? Alors, c'est venu totalement de manière inattendue. C'est pas quelque chose qui était prévu dans mon parcours, pour autant qu'on puisse prévoir son parcours. Dans votre famille, il y a beaucoup d'entrepreneurs autour de vous ? Pas du tout. Donc, vous avez cassé un peu les codes. Oui, c'est une nouvelle aventure, un défi. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre ce risque ? Simplement les découvertes qu'on a fait à l'université. Des résultats scientifiques qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui étaient tellement positifs qu'on s'est dit garder ça dans le tiroir d'une université, ce serait vraiment dommage. Vous auriez pu les donner à quelqu'un d'autre ou les confier à d'autres entrepreneurs, mais vous, non, vous avez lancé l'entreprise. Déjà parce qu'on avait vraiment envie que ça aille jusqu'à l'entrée sur le marché. Et puis parce que transférer des connaissances techniques et technologiques, c'est pas forcément quelque chose de facile. Ça se prend comment cette décision ? C'est une décision évidemment professionnelle. Il faut trouver les bons partenaires professionnels, mais en famille aussi, il faut des fois aller chercher un peu d'argent pour. On dit souvent, il faut un peu le capital de la famille pour se lancer. C'est ce que vous avez fait ? Oui, c'est ce que j'ai fait. Après, l'initiative a été lancée par mon ancien chef, qui est actuellement mon cofondateur, le professeur Kurt Rueg, qui a déjà fondé des entreprises auparavant et qui a pris le lead dans ce domaine, mais qui voulait absolument que je sois à ses côtés. Donc, ça a été plus facile pour moi de suivre le mouvement que de l'initier. Ça vous a rassuré qu'il ait déjà créé des entreprises ou c'était en fait le défi était tellement là que peu importe, vous y seriez allé quand même ? Alors, peu importe, j'y serais allée quand même, ça c'est sûr. Dans ces premiers pas d'entrepreneur, qu'est-ce qui vous surprend le plus ? Alors, la nouveauté et le fait qu'on doit constamment sortir de sa zone de confort. C'est un domaine complètement différent que la formation que j'ai suivie et où je suis très à l'aise. Donc, c'est un renouveau constant. Je ne pensais pas que c'était un monde autant différent. Votre terrain, c'est le laboratoire, c'est la recherche scientifique, c'est quoi, plonger dans des équations ou dans des expériences ? Voilà, c'est mener des réflexions, des expériences pour répondre à ces questions et trouver les bonnes techniques, les bonnes manières d'y arriver. Ça, je connais. La technologie, je connais. Mais le marché, je ne connais pas. Et comment ça s'apprend ? Et ça s'apprend petit à petit. Les choses viennent les unes après les autres. C'est vrai qu'au début, on a toujours l'impression d'avoir un peu un train de retard sur tous les sujets. Mais à force de travail... Sur quel sujet, par exemple ? Surtout au niveau économie. Moi, je n'ai pas du tout fait d'économie. Donc, pour comprendre le tissu économique, comprendre comment les entreprises fonctionnent, les finances, le marketing, les business plans, tous des mots qui n'avaient pas beaucoup de signification pour moi. Et ça vous intéresse ou ça vous rebute un peu ? Alors, ça m'intéresse, mais c'est vrai que c'est des métiers en soi et c'est pas pour rien. Donc, c'est énormément de travail d'être compétent dans tous ces domaines. Comment est-ce que vous jonglez entre... Parce que vous êtes encore à... Je ne sais pas si c'est un temps partiel à l'Uni de Fribourg. Comment est-ce que vous partagez votre temps entre ces deux fonctions ? Alors, la première année après la fondation de l'entreprise, j'ai eu la chance, comme nous sommes une spin-off de l'Université de Fribourg, de pouvoir combiner mon temps de travail à l'université avec aussi le lancement de la start-up.
Donc ça s'est plutôt bien, on va dire, bien goupillé comme ça, avec pas mal de travail de soir et de week-end. Et maintenant, à l'université, je ne travaille que pour l'université et je prends, je dirais, 20 à 30% de mon temps en dehors. Je suis en temps partiel à l'université pour le développement de la start-up. Donc c'est 1 jour ou 2 jours par semaine. Je ne sais pas si vous mettez les week-ends dedans. Ouais, j'ai un jour dédié par semaine, plus tout le reste. Ce jour, il va rester comme ça encore l'année prochaine, ou vous voyez une montée en puissance se profiler et consacrer davantage de votre espace-temps? Alors ça va vraiment dépendre de comment vont fonctionner les financements de l'entreprise, de à quel point on va pouvoir verser des salaires, parce que c'est aussi la raison de mon travail à l'université, c'est que sans salaire, c'est compliqué. Et la question se posera à ce moment-là. Alors, on y reviendra dans la deuxième partie entreprise. Mais d'abord, un dernier point sur votre parcours. En préparant l'émission, vous m'avez confié que vous étiez une gymnaste. Vous avez une passion notamment pour les agrès. Vous êtes aussi un coach, je crois, et également juge. Donc une implication importante dans la gymnastique en Suisse, au moins à l'échelle fribourgeoise. Vous avez aussi participé, je crois, à la fête en 2025. Tout à fait, au oui. mois de juin. C'était... Au mois de juin, oui, l'année passée. Qu'est-ce que ça vous apporte dans l'expérience, dans le professionnel, cette expérience dans la gymnastique? Alors ça m'apporte beaucoup au niveau gymnique. Donc comme vous l'avez dit, j'étais coach, j'ai été dans beaucoup de comités, je fais partie de 2 sociétés, plus au niveau fribourgeois aussi. On a participé à des événements internationaux où j'ai beaucoup fait d'organisation, de secrétariat. Et finalement, une société, même si elle est à but sportif et brasse beaucoup moins d'argent qu'une entreprise, c'est une petite entreprise. La structure est la même. Quand on a fondé notre entreprise, je me suis rendu compte que voilà, les organisations des assemblées annuelles, les finances, les budgets, tout était structuré de la même manière à une autre échelle. Donc ça, vous en tirez le profit aussi dans l'entreprise. Et vous n'avez pas mentionné juge, hein. Vous m'aviez dit avoir été juge. Oui, je suis toujours juge. Oui, toujours juge. Oui. C'est important mais délicat comme travail. Oui, c'est délicat, c'est une assez grosse responsabilité, mais je pense que c'est important de s'engager là où on est assez bon. Je suis assez bonne dans l'observation, je suis assez carrée comme personne et du coup, ça va bien à ce profil-là. Mais ça veut aussi dire des fois déplaire, hein, parce qu'il y a forcément un gagnant ou un perdant, ou une bonne note ou une moins bonne note. Oui, bien sûr, mais si c'est jugé de manière objective par rapport à la performance des gymnastes, il n'y a pas de problème. Vous arrivez encore à faire d'être un peu impliqué dans la gymnastique depuis Xemperia? Alors, je suis moins. J'ai arrêté d'entraîner suite à la fête fédérale cette année, chaque soir de semaine, on va dire. Mais non, au niveau cantonal, jugement et formation, je reste encore pas mal impliquée. D'accord, voilà le portrait. Sarah Catin, on va passer maintenant à Xemperia. Xemperia d'ailleurs, pourquoi un tel nom? Réponse dans la partie entreprise. Commençons donc par le nom, Xemperia, Xemperia. D'où vient ce nom, Sarah Catin? Alors, ça a été le fruit d'une réflexion pour avoir un nom qui soit un peu plus profond. Ça vient du grec ancien, Xemper devo, qui veut dire dénouer, résoudre. Donc, c'est le but de notre entreprise d'arriver à résoudre des problèmes de santé publique. Comment est-ce que vous avez trouvé cette référence grecque, ou comment c'est avec ChatGPT? Alors non, à ce moment-là pas, mais on a fait pas mal de recherches avec une personne qui avait l'habitude du marketing, qui nous a envoyé dans différentes directions suite à des réflexions avec nous. On s'est rendu compte que beaucoup de nos idées étaient déjà prises aussi, ou utilisées sous différentes formes, et là c'était un chemin qui n'avait pas encore été tellement utilisé. Donc le nom est déposé, et dans combien de pays? Actuellement, il est à l'international, donc je pense 50 pays, quelque chose comme ça. A priori, les principaux marchés Tout à fait. pour votre test. Je l'évoquais en introduction, c'est donc un test pour détecter le cancer du sein. Plus tôt on le détecte, mieux on peut le soigner. L'entreprise a déjà reçu une série de récompenses, de Venture Kick, d'Inno Suisse ou encore d'Ipsomed. On ne va pas toutes les citer. Mais avant d'aller plus loin, redonnez-nous une brève explication de la découverte. J'ai lu dans le bilan qu'au début, vous n'aviez pas cru à votre résultat. Vous pensiez que c'était une erreur. Racontez-nous. On revient souvent sur ce sujet-là, ça me fait rire. Alors, en fait, ce qu'on a trouvé, ça vient d'une 15aine d'années de recherche. Donc, on n'est pas sorti avec une idée et paf, elle s'est réalisée. On a fait beaucoup de travail sur la compréhension du cancer du sein et d'autres types de cancers en académique, donc à l'université.
Et on a fait plusieurs études précliniques, donc sur des souris et cliniques, sur différents sujets. Et en fait, au fur et à mesure de nos recherches, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de ces résultats, même si on cherchait d'autres réponses, qui pointaient sur le rôle du système immunitaire. Et suite à ça, on s'est posé la question, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ce système immunitaire pour détecter la présence du cancer? Donc on a lancé une étude clinique avec environ 200 femmes. En ciblant dès le départ le cancer du sein. En ciblant complètement le cancer du sein à différents stades de développement, donc soit précocement au moment où il est détecté, soit quand il repart en métastase. Parce que c'est 2 moments où on a besoin d'outils actuellement pour être meilleur. Principalement au niveau métastatique, il y a très peu de possibilités de suivi des patientes et de voir le développement très tôt. Donc on partait plutôt dans cette optique-là. Et pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y avait des erreurs alors? Parce qu'en fait, quand on a eu les résultats, donc déjà au niveau métastatique, ça ne marchait pas du tout. Donc première surprise, pour nous, on pensait trouver une réponse là. Et au niveau précoce, c'était un 100% de différenciation entre les patientes malades et les patientes saines. Et ça, c'est du jamais vu en recherche. Pour avoir fait beaucoup de recherches, on n'a jamais des résultats qui sont noirs ou blancs. C'est toujours un peu plus entre deux. Avec un pourcentage d'erreur. Voilà, donc on pense surtout que l'humain a une très grande variation biologique qui introduit normalement justement ces variabilités. Et là, c'était dans tous les sens, on les a retournés. On a du coup validé avec d'autres techniques, avec d'autres patientes, et les résultats étaient toujours les mêmes. Pourquoi le cancer du sein? Est-ce que ça pourrait s'appliquer à d'autres types de cancers? Alors oui, ça pourrait potentiellement se développer à d'autres types de cancers, mais il faudrait déjà que ce soit des cancers où le système immunitaire est bien impliqué, ce qui n'est pas le cas de tous les cancers. Je pense aussi que c'est important que ce soit des cancers qui sont bien traités. Le cancer du sein, c'est très connu que si c'est détecté tôt, les chances de survie sont vraiment très très grandes, on est vraiment soigné. D'autres cancers, si les traitements ne suivent pas, détectés tôt, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour les personnes, à part induire du stress. Donc il faudrait cibler, mais oui, c'est potentiellement, ce serait une idée. On pense beaucoup au cancer de la prostate, qui est aussi très répandu. Ça pourrait s'appliquer là ou il faudrait faire des recherches pour le savoir? Je pense, il faudrait faire des recherches. Après, maintenant, nous savons comment y arriver. Donc, il faudrait le faire sur les bons patients. Mais oui, la prostate pourrait être une idée. Après, elle est assez bien diagnostiquée quand même. Et selon l'âge, le diagnostic précoce ne fait pas de très grande différence. Donc, je pense que le cancer du poumon serait pour nous plutôt un candidat. D'accord. Vous dites ça parce que vous avez déjà en tête l'idée de... Après le sein, on peut déjà se projeter sur un autre cancer? Oui, on aurait envie de développer ces recherches où nous avons les compétences pour aider d'autres cancers après. Ces recherches, il faut les financer, il faut faire des tests cliniques. Aujourd'hui, vous êtes financé, je crois, par l'UNIT Fribourg, vous l'avez évoqué, aussi le Fonds national pour la recherche scientifique vous a aidé. Vous avez du cash, comme on dit, jusqu'à combien de temps? Actuellement, on n'a pas grand-chose. On n'a pas encore vraiment fini on va dire le round de seeding, donc de lancement de l'entreprise. C'est pour ça que nous n'entreprenons pas beaucoup de choses, même 2 ans après, parce que la première année est restée à l'université. Donc pour l'instant, on n'a pas encore démarré les travaux en laboratoire concrètement. On est au point mort jusqu'à récolter assez d'argent pour pouvoir concrètement se lancer. Et ça, ce sont les 8 et 10 millions que vous avez évoqués plus tôt dans l'année ou c'est un autre montant dont vous avez besoin? Non, alors on aura besoin à terme pour arriver à la commercialisation à environ 10 à 11 millions de ce que nous avons calculé. Par contre, à moyen terme, on cherche 3 millions pour 1 année et demie pour pouvoir faire une première étude préliminaire. Donc ça, c'est les levées pendant le courant de l'année 2026, par exemple? Voilà, si possible, et avec un premier seeding round, donc un premier palier d'un demi-million, qui nous permettrait de faire une bonne avancée sur 8 mois. Quels sont les investisseurs types qui nous regardent en ce moment, qui pourraient vous intéresser? Alors, on est ouvert à la discussion avec tout le monde, bien entendu, mais on aimerait vraiment trouver un investisseur principal stratégique, quelqu'un qui a déjà fait ça, quelqu'un qui a l'habitude de ce genre de marché et de développement pour qu'il nous guide. On est des scientifiques et on n'est pas forcément compétents dans tous les domaines. Ça veut dire une grande pharma, par exemple? Pourquoi pas? On n'est pas fermé. On sait qu'on est un petit peu préliminaire pour les grandes pharma. On a déjà engagé pas mal de dialogues. Donc on sait que pour cette première étape, ça risque d'être plutôt type business angel ou aide un peu. Fonds de capital risque. Exactement. Et vous pensez qu'ils seront en Suisse ou vous regardez également à l'étranger
pour du financement? Alors, on regarde plutôt en Suisse pour le moment, parce qu'on aimerait vraiment avoir du soutien local et des gens qu'on peut côtoyer. On va aussi écrire plusieurs demandes de fonds qui seront aussi européens, car il y a des grands capitaux qui sont disponibles pour ce genre de projet. Mais à nouveau, on n'est pas fermé à des investissements étrangers. Supposons que vous ayez l'argent, on avance. Qu'est-ce qui peut faire maintenant dérailler le projet jusqu'à la commercialisation? Est-ce qu'on pourrait avoir des études cliniques qui renversent complètement vos résultats, ou là, ils sont assez solidement établis? Alors, on n'est jamais à l'abri d'avoir des mauvais résultats cliniques, hein. C'est ce qui arrive pour beaucoup aussi de médicaments qui sont incroyables en laboratoire et sur le terrain ne fonctionnent pas. Ce que je peux dire, c'est qu'actuellement, on a testé sur ces 200 femmes, on a des résultats incroyables. C'est la seule certitude qu'on a jusqu'à maintenant. Bien sûr, on espère que ce sera exactement pareil dans la population, mais on doit étudier énormément de cas de figure, des traitements parallèles avec d'autres médicaments, du surpoids, les ethnies, quels sont les rôles que jouent toutes ces différences de la population dans les résultats du test. C'est justement ce que nous devons faire avant de pouvoir le commercialiser. Et ces tests, on peut les réaliser en Suisse, ou il faut aller chercher des patients ailleurs? Alors, ça dépend quelle certification nous désirons pour le test. Donc, si on prend des patientes en Suisse, voire en Europe, on peut avoir après la certification IVDR, donc pour la vente en IVDR, Europe. ça veut dire? In vitro Diagnostic Regulation. Et donc ça, c'est une régulation européenne? Exactement. Et puis par contre, si on veut entrer sur les marchés américains, là, il va falloir faire un complément d'études ou une étude en parallèle avec des patientes des États-Unis. Ça, vous l'envisagez aussi, ou dans un stade plus ultérieur? Pas forcément ultérieur, peut-être en parallèle, ça va aussi dépendre de quel partenaire financier nous allons trouver. Mais c'est définitivement un marché que l'on doit considérer. Ce marché, il fait quelle taille? Sur votre site, on peut lire que c'est près de 5 milliards de dollars en 2024, une projection à plus de 10 milliards en 2033. C'est vraiment un marché de masse, on peut le dire. Oui, tout à fait. Si c'est un test qui s'avère vraiment efficace, le marché est énorme. La moitié de la population sont des femmes. À partir de, je pense, 35 ans, ça ferait du sens de tester pour le dépistage du cancer du sein. Et c'est un marché qui est renouvelable annuellement. C'est des tests que l'on fera chaque année. Donc, le marché ne nous fait pas peur. Il est là. Il est là. Parce que votre produit, après, ce sera un test qui peut se faire de manière assez simple. Il n'y a pas où est-ce qu'il requiert une sophistication importante, hein? Une sophistication importante, non. Il est basé sur la PCR, donc c'est une technologie qui est en place partout depuis le Covid. Mais ce que j'allais dire, ça fait penser aux tests qu'on peut faire Voilà, chez soi. quand on parle de PCR, ouais. tout le monde comprend. Mais alors par contre, c'est un test qui demande une prise de sang, donc c'est invasif, mais un petit peu. On ne fait pas juste en prenant une non, là, il faut goutte de sang une sur le prise bout de du doigt. sang de quelques millilitres. Et ensuite, il y a une étape préanalytique où on doit isoler des cellules de notre sang qui doit se faire en laboratoire. Donc, ce sont des laboratoires de proximité, type Unilabs, chez qui on envoie nos échantillons de sang, qui vont pouvoir faire ça. Mais pour eux, ce sont des tests qui sont déjà en routine, des tests similaires. D'accord. Cette commercialisation, elle sera d'abord en Suisse, en Europe, ailleurs. Quelles sont ces étapes-là? Est-ce que si vous les avez déjà définies? On les a discutées, après définies, ça va aussi dépendre de comment va se dérouler notre étude. Notre idée serait de faire une première entrée en Suisse. C'est bien sûr pas le marché principal, par contre c'est un marché qu'on connaît, qui nous permettra un peu de prendre la température par rapport à ça, avec une ouverture sur l'Europe très rapidement après. Et les États-Unis, à voir à quel moment est fait la partie clinique. Ici, quand on parle pharma, presque tout le monde a les yeux tournés vers le marché américain. Pas simplement parce que Donald Trump demande d'y investir beaucoup d'argent, mais parce que c'est le plus grand marché de la santé au monde. Et pourtant, vous dites non, je vais commencer par petit, en Suisse, où il y a une population qui est par nature, qui fait moins de 10 millions d'habitants, en tout cas pour l'instant. Pourquoi ne pas directement viser les États-Unis et peut-être aussi avoir des financements plus importants grâce à des investisseurs américains? Alors, si l'approval a été aussi octroyé au niveau des États-Unis de par les études que l'on fait, bien sûr, on va aussi partir aux États-Unis. Comme je disais, on n'est pas des grands businessmen pour l'instant. Pour nous, ça nous tient à cœur de commencer chez nous. On peut avoir des retours et surtout, on connaît le système de santé, le système de remboursement des médicaments qui est quand même assez compliqué au niveau suisse. Et après, on va se développer dans les marchés que l'on connaît moins. Mais définitivement, Europe et États-Unis vont arriver très très rapidement après l'entrée en Suisse. Et vous, personnellement, vous êtes prête, dans 2 ans, peut-être 3 ans, à ne faire que
à vous consacrer uniquement à Xemperia? Vous êtes prête à quitter votre travail à l'Uni de Fribourg? Alors, la question pour moi ne se pose pas encore, je trouve. On va voir dans quelle direction ça va et on va aussi voir quel type de compétences on va pouvoir recruter à l'interne. Il y a des excellents scientifiques et d'excellentes personnes qui pourraient très certainement reprendre le relais de ce que je fais. Mais si on n'en trouve pas ou que je ne suis pas satisfaite, alors non, je me mettrai à 100% dans Xemperia. C'est une transition parfaite avec le thème des conditions 4 que je voulais aborder avant de conclure. On sait que dans la recherche, la main-d'œuvre, vous venez de l'évoquer, est absolument déterminante. Il faut de bons cerveaux et l'accès à l'Union européenne peut aussi être important. Vous pensez que vous êtes à Fribourg, on parle aussi de tout l'arc lémanique, il y a Bâle comme centre d'excellence en Suisse dans votre domaine. Vous pensez trouver là les chercheurs ou ça reste important de pouvoir aller facilement les chercher à Paris, en Allemagne ou ailleurs? Alors en Suisse, on a quand même la chance d'avoir d'excellentes formations et énormément d'entreprises dans la pharma. Donc c'est vraiment un domaine, la médecine ou le développement technologique en médecine qui est très présent. Donc des gens, on va dire, qui sont très forts là-dedans, on en trouve vraiment beaucoup sur notre marché. Après, la question, c'est est-ce que nous sommes en tant que start-up assez attractifs comparé aux grandes pharma? Comment l'être? Comment l'être? Il faut réussir à faire des bonnes levées de fonds. Ouais. Les salaires sont vraiment déterminants et on s'attend toujours, je sais pas, les gens s'attendent toujours que dans la pharma, ça paye extrêmement bien. Ça veut dire quoi, payer extrêmement bien dans la pharma? Oh, ça veut dire plus qu'à l'université. C'est vrai que quand on regarde les chiffres, on peut trouver sur la Confédération des différents salaires types pour les postes que nous recherchons à responsabilité ou à grande connaissance technique. Ouais. Les salaires sont plus hauts que ce que nous pourrions nous. Ça veut dire qu'on est facilement à 150, 200 000 francs par année? Voilà, c'est ce salaire? facilement. Ouais. Facilement. C'est ce que les gens s'attendent. Et les rémunérer en actions, parce que voilà, c'est une start-up, une société anonyme, but lucratif, peut-être un jour, je sais pas, coté en bourse ou vendu à un plus grand acteur, ça peut participer à la rémunération, à l'attractivité de votre entreprise? Alors oui, bien sûr, ça peut. On a aussi prévu des bons de participation, des actions que nous pourrions céder à des collaborateurs que nous voudrions absolument garder. On doit quand même faire attention de ne pas trop se diluer pour rester attractif auprès des compagnies qui voudraient soit nous racheter, soit investir avec un certain pourcentage. Donc on jongle un petit peu entre les deux. Mais on n'a que ça pour l'instant à proposer, donc oui. Et pour l'instant, le capital, il est complètement entre vous et celle du professeur Rueg, votre cofondateur, ou il y a Et le d'autres troisième, personnes? nous sommes trois Pardon, oui, vous êtes en cofondateurs, oui. On peut dire son nom? Oui, c'est le docteur Tuto Rossi. Juste avant de terminer, encore un point sur les États-Unis, parce qu'il faut produire ces tests. Alors, vous avez évoqué peut-être des acteurs européens, mais aller les produire aux États-Unis, ça c'est quelque chose qui pourrait aussi se faire et peut-être rentrer dans ce programme. Alors il faudrait le faire d'ici 5 ans, c'est la promesse qui a été faite entre Berne et Washington dans l'accord qui permettra de réduire les droits de douane de 39% à 15%. Mais vous avez déjà fait un voyage aux États-Unis exploratoire pour aller regarder comment ça se passe là-bas? Alors pas encore, mais par contre, c'est clair que si nous rentrons dans le marché des États-Unis, il y aura une production qui sera faite localement. Les coûts de production n'ont rien à voir là-bas comparé à chez nous. Pourquoi là? Ouais, est-ce que c'est moins cher là-bas? C'est moins cher et aussi les prix de vente des médicaments sont très liés à leur coût de production, donc c'est important qu'on ait une production sur place. Puis une dernière question, vraiment plus loin encore que 2029. Votre objectif pour l'entreprise elle-même, c'est une introduction en bourse, une vente à un grand acteur de la pharma, ou bien non, de développer un groupe qui fera, voilà, on l'a évoqué, après le cancer du sein, d'autres cancers? Alors bon, on n'a pas fixé de stratégie fermée, on est ouvert à plusieurs opportunités. Une est bien sûr l'exit suite à l'arrivée sur le marché, si on se fait racheter par une pharma. Nous, ce que nous aimerions, c'est devenir une société plutôt R&D qui permet de développer des nouveaux tests ou des nouvelles technologies. Nous avons d'autres brevets en poche que pour ce test. Et c'est là que nous avons, je pense, nos compétences et nos points forts. Très bien, Sarah Catin, merci beaucoup. On verra la suite, tout bon à Xemperia, mais on n'a pas complètement fini parce que c'est maintenant le questionnaire de Proust. On peut toujours y arriver si on a de la volonté. La crème solaire, une pile de livres et un maillot de bain.
L'aventurier d'Indochine. Et je vais pas la chanter.